Chers étudiants, bonjour. Je suis le professeur Boudiaf et je vais vous faire aujourd'hui le conseil génétique. Le conseil génétique est une consultation assez particulière qui ne ressemble pas aux consultations médicales traditionnelles comme consultation de cardiologie, de gastrologie, etc. Dans une consultation classique, il y a un malade qui a des signes, qui va venir chez le médecin. Le médecin va l'écouter, il va faire un examen clinique, demander des examens complémentaires des fois, pour lui donner un traitement par exemple, ou bien lui proposer une opération chirurgicale. Par contre, la consultation de conseil génétique, il n'y a pas de traitement. C'est une consultation d'information. En général, ce n'est pas un patient qui vient, c'est un couple. Donc le but de cette consultation, c'est d'évaluer le risque de survenue ou de récurrence d'une maladie ou bien d'une malformation dans la descendance d'un couple, de proposer à ce couple les différentes solutions qui s'offrent à lui pour avoir des enfants, normaux entre guillemets, et de l'aider dans sa décision. Le conseil médical est une démarche assez originale, car elle ne s'adresse pas à un malade comme les autres consultations, mais s'adresse le plus souvent à un couple et non à un individu. Elle concerne une tierce personne, c'est-à-dire soit un fœtus ou un enfant à venir. Elle n'aboutit le plus souvent à aucune thérapeutique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une ordonnance, il n'y a pas un traitement, c'est surtout une séance d'information. Et la prévention repose parfois sur l'interruption de grossesse qui est interdite chez nous, en Algérie. Donc, cela peut se faire ailleurs. Et je vous informe que s'il y a, par exemple, une femme enceinte et qui découvre qu'elle a un enfant mal formé, mais dans les pays occidentaux, on va lui proposer deux éventualités. Soit si elle veut garder l'enfant ou bien l'interruption de grossesse. C'est-à-dire toujours l'interruption de grossesse est une décision que les parents doivent prendre. Ce n'est pas le médecin. En Algérie, l'interruption de grossesse est proposée que seulement si l'état de la maman est en danger. D'accord ? On voit ici soit interruption de grossesse ou bien plus rarement le don de gamètes. C'est-à-dire que quand il y a un couple c'est-à-dire s'ils ont un enfant polymalformé ou bien si la conception va donner la plupart du temps un enfant malformé, on peut leur proposer ce qu'on appelle les dons de gamètes, c'est-à-dire soit des ovules ou des spermatozoïdes d'autres personnes. Mais ça aussi ça ne se fait pas en Algérie. À qui va s'adresser le conseil génétique ? Le médecin du conseil génétique ou bien la personne qui va s'occuper du conseil génétique va recevoir quel type de personne. Donc, il y a soit un couple qui ont déjà un enfant qui a une malformation, c'est surtout, en général, c'est des maladies probablement génétiques, soit un antécédent familial de maladies génétiques, c'est-à-dire par exemple c'est des cousins ou bien un des membres du couple, il a une maladie génétique dans sa famille, il va venir avec son épouse ou bien tout seul pour voir quel est le risque pour lui d'avoir des enfants qui pourront avoir cette maladie. Dans certains cas, c'est le conjoint lui-même qui va venir parce qu'il a déjà une pathologie, il veut savoir quel est le risque pour ses enfants pour qu'ils aient cette pathologie. Et aussi dans les maladies génétiques à expression tardive, comme on l'a vu déjà dans les cours précédents, la chorée de Huntington, qui va apparaître par exemple à l'âge de 40 ans. Donc le monsieur, il va venir, il va dire, voilà, je sais que dans notre famille, il y a une maladie génétique, je ne l'ai pas encore développée, je ne sais pas si je l'aurai ou non, quel est le risque, si je veux me marier et avoir des enfants, quel est le risque pour que mes enfants aient cette maladie. Voilà en gros le genre de personnes qu'on peut recevoir dans la consultation de conseil génétique. Le conseil génétique repose sur des principes, toujours les mêmes principes et les mêmes étapes. Donc on va voir ces différentes étapes, ces 4 grandes étapes. Première étape, c'est établir le diagnostic. Deuxième étape, c'est de déterminer et calculer le risque.
Quatrième étape, la prise de décision concernant la procréation. Enfin, les différents soutiens. On va détailler toutes ces étapes. Je tiens à vous préciser que l'étape la plus importante, c'est l'étape d'établir le diagnostic. Car de ce diagnostic va découler le calcul du risque, la prise de décision et les différents soutiens. Donc c'est l'étape la plus importante, mais aussi la plus difficile et qui risque de prendre le plus de temps. Donc la première étape, établir le diagnostic. Le recours à un médecin spécialisé en génétique médicale est souhaitable parce qu'il a déjà des notions sur plusieurs maladies génétiques. Il faut savoir que les maladies génétiques sont au nombre de milliers. On en découvre tous les jours. Donc c'est vrai que les médecins peuvent connaître les signes des maladies génétiques les plus fréquentes, mais il arrive parfois qu'on ne puisse pas faire de diagnostic précis. Donc c'est pas si simple que ça. Pour commencer et pour établir ce diagnostic, la première étape, c'est l'enquête génétique. C'est quoi l'enquête génétique? C'est un interrogatoire. Le médecin va faire un interrogatoire, enfin entre guillemets interrogatoire, va discuter, on va dire, avec le couple. Après, dans la première entrevue, il va les voir ensemble. Puis, il va voir chaque membre tout seul, parce qu'en général, une personne, peut-être qu'elle ne pourra pas tout divulguer sur sa famille devant le conjoint. Il y a des fois des médecins qui pourront avoir recours même à une enquête au niveau, par exemple, du village originaire d'où ce couple est originaire, pour essayer de faire une enquête très approfondie pour voir la transmission de cette maladie, pour avoir le plus d'informations possible. Donc après cette enquête génétique qui est souvent très difficile sur le plan pratique, on va essayer de construire ce qu'on appelle l'arbre généalogique. D'accord? Bien sûr, vous avez fait lors des cours précédents les symboles internationaux qui sont reconnus par tous les médecins du monde entier. Avec la construction de cet arbre généalogique, on pourra a priori avoir une idée de la transmission de cette maladie et peut-être déduire le type de transmission pour pouvoir faire ce qu'on appelle le conseil génétique et établir, c'est-à-dire calculer le risque. Un bon arbre généalogique constitue un véritable dossier permanent de l'information génétique qui doit accompagner ce couple ou un enfant qui est malade de cette maladie. Après l'interrogatoire, l'enquête génétique, il y a ce qu'on appelle l'étude dysmorphologique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude dysmorphologique, c'est-à-dire que s'il faut un très bon examen clinique, par exemple un couple qui a déjà un enfant qui a un problème génétique, cet enfant, on va lui faire un examen clinique complet. Il y a d'ailleurs des atlas pour étudier les signes, la forme des yeux, la forme du nez, la forme du visage, la forme des oreilles, l'implantation des cheveux, la forme des mains, la paume des mains. Il y a pas mal de signes, c'est tout un atlas. Donc il faut faire un examen très très approfondi pour rechercher la plus petite malformation possible. Bien sûr, à côté de cela, il y aura, s'il y a des malformations cardiaques, digestives, etc., l'étude des échographies, etc., etc. Et enfin, les études biochimiques, c'est-à-dire qu'il faut faire des bilans. Bien sûr, on ne peut pas faire tous les bilans. Les bilans doivent être guidés par ce que soupçonne le médecin. D'accord? Donc, le dosage de certaines enzymes dans certaines maladies génétiques, par exemple, la recherche de certaines protéines, la recherche de certaines protéines qu'on ne retrouve pas chez la personne normale et qu'on retrouve dans certaines maladies, etc. Donc, c'est très, très vaste. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait déjà, il faut que le médecin soit déjà orienté pour pouvoir demander les examens pertinents, pour ne pas perdre de temps et de l'argent. Donc, dans cette étude dysmorphologique et biochimique, bien sûr, il y a certaines maladies génétiques qui sont évidentes, comme la trisomie 21 par exemple, qui est très connue par la plupart des médecins. Donc, on peut faire le diagnostic facilement et faire bien sûr confirmer le diagnostic grâce au karyotype. Mais des fois, on bute.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le diagnostic exact. Donc, s'il y a des signes neurologiques qui sont prépondérants, on peut demander l'avis d'un neuropédiatre, par exemple si c'est un enfant, des signes digestifs, c'est un gastro, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut s'aider d'un maximum de spécialistes pour pouvoir établir un diagnostic le plus précis possible. C'est vrai que l'identification de gènes n'est pas possible à chaque fois, mais dans certaines situations, on peut le demander quand on soupçonne vraiment une maladie et demander un test génétique qui existe, s'il existe bien sûr, pour confirmer le diagnostic. Mais il faut savoir que ces tests génétiques coûtent très très cher, donc on ne peut pas, par exemple, demander des tests pour plusieurs maladies en même temps. C'est-à-dire il faut, comme je vous ai dit, être vraiment guidé pour qu'il y ait des examens ciblés. D'accord ? Voilà, donc comme ça, on peut avancer dans notre diagnostic. Dans l'idéal, bien sûr, c'est le test génétique. Mais des fois, il y a plusieurs maladies génétiques qu'on peut diagnostiquer aussi, si on fait un bon examen clinique et des bons dosages biochimiques ainsi que des examens radiologiques, etc. Après avoir fait et après avoir établi le diagnostic qui est l'étape clé, on va pouvoir calculer le risque. Donc c'est quoi le calcul du risque? C'est-à-dire si on a diagnostiqué une maladie monogénique. On va voir si cette maladie, selon la transmission au niveau de l'arbre généalogique, est de type mendélien, si elle est autosomique, dominante, autosomique récessive, liée à l'X dominante récessive, liée à l'Y, ou bien, c'est-à-dire si on est dans ce cas de figure, on peut calculer le risque facilement et donner les pourcentages de risque pour les parents. Voilà. Mais il arrive des fois que l'arbre généalogique ne montre pas une transmission aussi évidente. Par exemple, dans les maladies chromosomiques ou bien d'autres maladies monogéniques qui ne suivent pas, dans la transmission, ne suivent pas les lois de Mendel. Par exemple, dans les maladies mitochondriales, dans les maladies soumises à empreinte parentale. D'accord? Donc, il faut vraiment étudier cet arbre généalogique pour voir exactement cette maladie, est-ce qu'elle est chromosomique, monogénique, etc. C'est d'après l'arbre généalogique et le diagnostic même probable, on va dire, même s'il n'est pas sûr, on peut faire calculer le risque. Des fois, on arrive au risque qu'on appelle empirique. Le risque empirique, c'est-à-dire que c'est un risque qu'on va déduire de l'arbre généalogique sans pour autant connaître exactement les lois. C'est-à-dire empirique, c'est-à-dire voir comment cette maladie a été transmise dans la famille. Et on va dire peut-être qu'elle sera transmise de telle manière ou de telle manière sans tomber dans les lois qu'on connaît déjà. Après ce calcul de risque, on a ce qu'on appelle la perception du risque. Qu'est-ce que ça veut dire, perception du risque? Cette perception du risque va être différente selon le couple, selon le niveau intellectuel du couple, selon l'environnement, selon la maladie, est-ce qu'elle est grave ou non, selon le degré de l'handicap, etc. C'est-à-dire, il y a la même maladie qui va être perçue comme pas très grave pour certains, mais très grave pour d'autres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour un couple qui est très religieux, par exemple dans les pays occidentaux, un couple très religieux qui sait qu'il va avoir un enfant trisomique, trisomie 21, qui a une trisomie 21, va vouloir le garder et dire que c'est un don du bon Dieu, donc on va le garder, on va l'élever. Mais un couple qui n'est pas très religieux, ils vont vous dire on n'a pas besoin d'un enfant handicapé, entre guillemets, donc ils voudront faire une interruption de grossesse. C'est ça la perception du risque. C'est-à-dire que le risque est différemment perçu selon le niveau du couple et dans la société dans laquelle le couple vit. Donc tous les médecins ayant une certaine expérience du conseil génétique savent que dans une situation identique, deux couples n'ont pas la même perception.
ce soit un risque exprimé en pourcentage ou en risque relatif, le couple va traduire cette précision chiffrée en une notion qualitative, c'est-à-dire que est-ce que c'est une maladie acceptable ou non. Certains facteurs vont modifier la perception du risque. La gravité de la maladie et la façon dont elle est perçue par l'entourage, les éventuelles perspectives thérapeutiques, c'est-à-dire s'il n'y a pas de traitement ou si on peut éventuellement réparer, entre guillemets, certaines malformations, le nombre d'enfants sains du couple, par exemple si un couple a déjà 4 enfants sains, il va se dire il vaut mieux ne pas essayer d'avoir un autre enfant qui a un problème médical. Et la possibilité d'un diagnostic prénatal. Il y a dans les pays occidentaux où le diagnostic prénatal est fait. Par exemple, il y a une grossesse, ils font le diagnostic prénatal. S'il n'y a pas la maladie, donc il y aura l'aboutissement vers la naissance. S'il y a un problème, il y aura l'interruption de grossesse. On arrive maintenant à la prise de décision concernant la procréation. Une notion très importante ici, le rôle du médecin est d'informer sans influencer la décision du couple. Même si le couple demande un conseil, le médecin ne doit pas orienter le couple vers une décision précise. Il est là juste pour informer. Ça, j'aimerais bien que vous reteniez surtout ça. Le médecin est là pour donner le plus d'informations possible, mais si on lui demande son avis, il ne doit pas orienter les parents vers telle ou telle décision. C'est aux parents de prendre la décision d'avoir un enfant, de continuer la grossesse ou pas. Donc voilà la dernière phrase. Le conseiller génétique se doit de fournir l'information la plus complète et la plus actualisée possible sans influencer la décision. Donc voilà, donc il faut aider le couple à assumer la révélation du risque et le cas échéant proposer des solutions alternatives comme le don de gamètes, l'adoption si la maladie est vraiment incompatible avec la vie ou bien très handicapante. Tenir compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du milieu social et religieux des familles. Très souvent, il est utile de répéter les entretiens. On arrive à l'étape des différents soutiens. Le conseiller génétique ou le médecin qui fait le conseil génétique doit être informé des différentes associations qu'il y a autour de lui concernant les différentes maladies génétiques pour soutenir les familles, leur donner les adresses, etc., pour que les familles ne se sentent pas seules. Donc, pour leur donner les adresses des associations, des centres spécialisés, etc., et leur dire qu'il est là en cas de s'ils ont besoin de n'importe quelle information. Maintenant, on va voir quelles sont les indications fréquentes du conseil génétique. Il faut faire la différence avec à qui s'adresse le conseil génétique. Ici, c'est les indications, c'est-à-dire que dans quel cas on doit envoyer une ordonnance, une prescription pour faire un conseil génétique. Donc, première indication, pour l'évaluation d'une personne présentant un retard mental ou un développement psychomoteur. C'est-à-dire, il y a un couple qui a un enfant qui a un déficit intellectuel. Donc, on l'envoie pour un conseil génétique pour voir si ce déficit intellectuel n'est pas en relation avec une maladie génétique. Évaluation d'une personne présentant une ou surtout plusieurs malformations. Donc voilà, un individu qui a plusieurs malformations, c'est sûr que c'est d'origine génétique. Donc il faut faire un conseil génétique et établir un diagnostic génétique pour calculer le risque pour ce couple s'ils veulent avoir un deuxième enfant. Évaluation d'une personne présentant une maladie métabolique. Beaucoup de maladies métaboliques, vous l'avez vu en biochimie, sont d'origine héréditaire, soit par déficit enzymatique, soit par un surplus d'enzymes, ou bien dans les maladies de stockage. Présence d'une éventuelle maladie monogénique, présence d'une éventuelle maladie chromosomique, personne à risque vis-à-vis d'une maladie génétique.
génétique. Donc vous voyez que en général, c'est toujours en relation avec une maladie génétique. On peut proposer un conseil génétique à un couple qui présente une stérilité ou bien fausse couche à répétition. En général, à partir du 3e avortement, il faut faire un conseil génétique. Consanguinité chez un couple, surtout s'il y a une maladie génétique dans la famille. Conseil en tératologie, si c'est un couple a un mort-né avec plein de malformations, donc il faut penser à une maladie génétique. Bien sûr, après avoir fait un bon interrogatoire, est-ce que la maman n'a pas subi des radiations? Est-ce que le papa ne travaille pas dans un milieu où il y a beaucoup de produits chimiques, etc. Et enfin, un conseil préconceptionnel, c'est-à-dire c'est une femme âgée qui veut avoir des enfants et lui proposer un diagnostic prénatal, le cas échéant. En conclusion, donc, la consultation du conseil génétique est une consultation assez originale par rapport aux autres consultations. L'objectif majeur de cette consultation est d'aider les familles à comprendre et à faire face à la maladie génétique et non à faire baisser l'incidence de celle-ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que de ce conseil génétique, on a recours toujours à l'interruption de grossesse qui reste interdite en Algérie. Je vous remercie.